Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Vendeur de Vérité. Aujourd'hui, une nouvelle formation, le volume 3 des éditions Économiser 1997 euros, avec une formation consacrée à l'investissement dans les parkings et les garages. Alors, comme pour les autres formations, vous allez donc avoir le programme de cette formation en description. Et donc, sachez que, eh bien, écoutez, je vais essayer de faire une formation la plus complète possible tout en étant synthétique. Allez, pas de blabla, on attaque tout de suite avec le chapitre 1, pourquoi investir dans les parkings. Et je devrais d'ailleurs rajouter pourquoi investir dans les parkings en 2020. Alors vous le savez, depuis quelques semaines, donc en ce début d'année, on assiste à différents changements, notamment en ce qui concerne l'attribution des crédits pour les investisseurs, donc depuis les recommandations du Haut Conseil à la stabilité financière. On assiste également à un durcissement des réglementations pour la location de courte durée ou encore à l'augmentation du nombre de villes qui prévoient un encadrement des loyers ou encore à une augmentation assez importante du montant des taxes foncières. Tout ça avec une incertitude, ou devrais-je dire une insécurité fiscale ambiante en France. On a vu notamment les conditions pour basculer en LMP évoluer avec certaines conséquences, certaines incidences sur les investisseurs. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des raisons pour arrêter d'investir, notamment avec le type de stratégie évoquée. On a d'ailleurs fait une formation pour la location de courte durée et pour la colocation qui s'avèrent être des stratégies assez rentables en investissement locatif. Maintenant, pour celui qui a déjà investi en immobilier, mais qui se retrouve bloqué par les nouvelles recommandations donc, du HCSF, notamment sur le taux d'endettement, ou qui se retrouve sans apport pour pouvoir investir dans un nouvel comment dirais-je, investissement locatif, ou pour celui qui, lui, débute dans ses démarches d'investissement immobilier et qui n'a pas d'apport pour obtenir un crédit donc, pour un investissement locatif, eh bien, dans ces deux cas, eh bien, il va quand même falloir investir et continuer eh bien, à faire grossir son patrimoine, quitte même à avoir des rentabilités qui sont peut-être moindres que les investissements précédents que vous avez réalisés ou que ceux que vous pourriez réaliser avec les mêmes conditions qui existaient avant. Si on avait des taux de rentabilité, on va dire en assurance vie ou la certitude d'obtenir des résultats en trading, eh bien effectivement on pourrait diversifier ses investissements. Maintenant, pour celui qui n'est pas expert en trading et qui souhaite quand même investir plutôt que de laisser son argent, ses quelques économies, sa petite épargne eh bien, sur un livret A qui est quasiment pas rémunéré, eh bien l'investissement dans les parkings peut être une solution. Alors pourquoi? Eh bien parce que investir dans un parking ou dans un garage, eh bien c'est un investissement qui nécessite moins d'argent. On n'a pas l'obligation de fournir un apport. Et donc lorsqu'on va contracter un crédit pour réaliser donc un achat de parking, ça ne va pas véritablement impacter notre taux d'endettement. On va également avoir une souplesse dans la gestion, c'est-à-dire qu'on ne va pas être entre guillemets régulé par la loi Allure ou par la loi du 7 juillet 1989. À ce jour, il n'existe pas d'encadrement du prix des parkings. En termes de rentabilité, on le verra avec différentes stratégies, il est tout à fait possible d'obtenir des très bons résultats, voire même supérieurs à des investissements dans des appartements. En moyenne, on est entre 6 et 15% de rentabilité. Pour quelqu'un qui débute, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prix pour se lancer, ça va aller de 2 000 € à, si on a un gros budget, ça peut aller jusqu'à 100 000 € un parking ou un garage. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment accessible à tous. On a des frais d'entretien qui sont quasi inexistants. On a également des règles qui sont moins protectrices pour le locataire que lorsqu'on investit dans des logements. Pourquoi? Eh bien parce que la surface qu'on achète, étant non habitable, eh bien on n'a pas les mêmes lois qui s'appliquent. On n'a pas comment dirais-je, de dégradation. Les loyers, donc on l'a dit, ne sont pas plafonnés. Le contrat que vous allez faire avec votre locataire, eh bien c'est un contrat qui est souple. C'est vous qui fixez la durée et c'est vous qui allez fixer les conditions de résiliation du bail.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'un placement d'avenir? Eh bien ça, j'y répondrai dans la conclusion et je vous donnerai en tout cas mon avis. Mais avant de parler donc de l'avenir et d'un placement à long terme, eh bien, voyons ensemble les conditions qui, pour moi, rendent favorable l'investissement dans un parking aujourd'hui. Alors, si par exemple on parle des centres-villes, eh bien, on constate depuis plusieurs années une politique de piétonisation donc, des espaces situés en centre-ville. On a l'élargissement des couloirs de bus, hein, on l'a vu dans la capitale. On a également l'apparition de kilomètres de pistes cyclables. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, hein, attention, hein, j'explique pourquoi l'investissement dans les parkings peut être judicieux. On a également donc, des places de stationnement qui ont été remplacées pour accueillir des voitures électriques, donc des bornes électriques. De la même façon, on avait eu auparavant donc des espaces pour les Vélib. On a des espaces maintenant pour les trottinettes. On a ce qu'on appelle le free floating. Alors, ce qu'on appelle le free floating, c'est en fait la mise en service de moyens de transport tels que donc, les vélos. On connaissait les Vélib, et bien maintenant, ça existe également pour les voitures électriques. Alors, sans présager de la réussite ou non de ce business donc de free floating, force est de constater que ça prend des places de stationnement. Si on prend l'exemple d'une ville comme Paris, on a assisté en 7 ans à une baisse de 14% du nombre de places de stationnement résidentielles. Alors certes, parallèlement, il y a eu également une baisse du nombre de véhicules de 9% en 5 ans. Néanmoins, vous l'aurez compris, le delta il est en défaveur des places de stationnement. Si on s'intéresse aux travaux de l'APUR, donc l'APUR c'est l'atelier parisien d'urbanisme, on constate en fait qui souhaite mettre en place un nouveau référentiel de l'espace public parisien, et ce pour répondre bien évidemment aux nouveaux enjeux climatiques. Alors quand on va sur le site de l'APUR, d'ailleurs c'est clairement énoncé, puisqu'on se rend compte qu'en fait ils vont affirmer qu'il y a le chiffre de 150 000 places de stationnement à Paris en trop, pour justifier justement les nouvelles politiques visant à baisser donc le nombre de places de stationnement. Alors ces chiffres ont été repris par la presse, et évidemment si on lit ça, on va se dire il y a 150 000 places vacantes à Paris, quel est l'intérêt d'investir dans un parking à Paris? Pour autant, je vous renvoie vers les chiffres de logements vacants en France. Le nombre de logements vacants, il a explosé, ce qui n'a pas empêché le prix de l'immobilier d'évoluer. Surtout qu'en réalité, lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on vit à Paris et qu'on souhaite stationner en pleine journée pour aller travailler ou pour aller à un rendez-vous, c'est vraiment très difficile de trouver une place de stationnement. Alors ces chiffres, en fait, ils ne tiennent pas compte d'un élément pourtant très important, c'est la mobilité. Les 462 700 véhicules dont ils parlent pour les 621 600 places, ces véhicules, ils vont se déplacer. Et ils vont se déplacer tous plus ou moins dans les zones dynamiques en termes d'emploi ou d'intérêt culturel, etc. Et surtout, n'oublions pas le nombre de personnes qui ne peuvent pas se loger à Paris parce que c'est trop cher et qui habitent en périphérie mais qui viennent travailler à Paris justement dans des zones où ils ont besoin de stationner. Le nombre de places vacantes, en fait, il n'est pas situé dans des endroits où il y a une demande de stationnement. Du coup, il faudra s'assurer que les places qui suppriment ne sont pas dans des zones où il y a une forte demande. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, si on revient à notre position d'investisseur, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'exemple de Paris, il y a une réduction du nombre de places de stationnement. Conjugué en plus à ce qu'on appelle la loi de décentralisation du stationnement. C'est une loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Alors sans rentrer vraiment dans le détail de cette loi, en fait cette loi elle a donné de nouveaux moyens aux élus pour organiser le service public du stationnement. Alors force est de constater que le stationnement coûte plus cher aux usagers, puisque la recette de stationnement a évolué de 31% sur un an. Donc vous l'aurez compris, à Paris et également dans d'autres centres-villes,
eh bien, toutes les évolutions d'utilisation d'espaces publics liées au stationnement, la piétonisation, on l'a dit, donc les centres-villes qui évoluent, eh bien, ça va donner beaucoup de valeur eh bien, à ceux qui ont des places de parking, voire de garage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prix des parkings ont évolué plus vite que les prix des logements. Alors le prix moyen d'un parking en France, il est aux alentours des 25 000 euros. Alors comme vous pouvez le voir là sur la slide, vous avez le top 10 des villes où les parkings sont les plus chers. Quand on dit ville, on dit ville de plus de 100 000 habitants. Donc la source, c'est seloger.com. Et là, voilà, sur cette image maintenant, vous avez eh bien, le top 10 des villes où le prix d'une location de place de parking est le plus faible. En moyenne, le prix, il est de 91 euros pour donc un loyer mensuel de place de parking. Et enfin, sur cette image, vous avez maintenant eh bien, le top 10 des meilleures rentabilités locatives de parking en France. On verra dans un chapitre spécifique comment augmenter, comment optimiser sa rentabilité. Mais avant ça, on va passer au chapitre 2. Alors, chapitre 2, chapitre consacré aux différents types de parking. Alors, on distingue dans un premier temps les places extérieures. Places qui peuvent faire partie d'une copropriété, qui peuvent se situer sur le toit d'un immeuble ou encore dans une cour d'immeuble, sont des places qui sont non protégées et qui par conséquent ne constituent pas le premier choix pour les personnes qui recherchent un stationnement. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas protégé donc, contre les intempéries ou contre les dégradations. Alors, il existe également les places de parking situées en sous-sol. Alors, c'est souvent en sous-sol de résidences, d'immeubles, et c'est de lots donc, qui appartiennent eh bien, à des propriétaires d'appartements dans ces immeubles. Maintenant, il arrive également que les propriétaires de ces lots, de ces places de parking situées en sous-sol, eh bien, n'en aient pas l'utilité parce que tout simplement, ils n'ont pas de véhicule. Eh bien, vous pourrez éventuellement acheter donc ce type de parking et le relouer eh bien, ou bien à des locataires qui ont plusieurs véhicules et qui donc sont locataires d'un bien situé dans la résidence, ou bien, si le règlement de copropriété le prévoit, eh bien, le louer à des personnes qui vivent aux alentours ou qui travaillent aux alentours. Alors, ces places en sous-sol, elles peuvent être boxées, ce qui veut dire qu'elles peuvent en fait constituer un garage fermé. Alors, ça peut être le cas lorsque vous achetez votre garage, ou bien ça peut être vous qui allez justement effectuer le boxage de votre place pour en augmenter sa rentabilité. Les garages fermés étant bien plus recherchés puisqu'ils offrent en fait une protection contre le vol et les dégradations. L'autre intérêt, c'est que vous pourrez également stocker des objets. Alors, on verra la nature des objets, mais vous pouvez tout à fait stocker des objets dans un garage. Donc, c'est bien plus attractif comme emplacement qu'une place de parking extérieur. Évidemment, si on l'achète déjà boxé, c'est plus cher qu'une place extérieure, mais on verra dans le chapitre suivant eh bien, les stratégies et puis surtout les réglementations à respecter pour pouvoir obtenir l'autorisation de boxer une place et ainsi augmenter sa performance locative. Alors, si on reste encore dans les places type place de parking sous-sol, il existe parfois dans des copropriétés, dans des sous-sols, eh bien, des places vraiment petites, difficilement exploitables pour y placer des véhicules standards, voire même des véhicules donc évidemment plus grands, mais qu'on pourrait utiliser eh bien, pour des deux roues, des motos, etc. Donc parfois un simple marquage au sol permet d'y stocker 2-3 motos et donc eh bien, ça a un moyen pour pouvoir rentabiliser une place qui au départ n'était pas louable à des véhicules. Et évidemment, ces places valent bien moins cher que des places standards. Donc plutôt que d'attendre qu'une personne ayant une Smart ou une Fiat 500 eh bien, soit en recherche de ce type de place, eh bien, vous aurez plutôt intérêt à mettre un marquage au sol pour pouvoir eh bien, la louer à des personnes équipées de deux roues. Alors, autre type de parking, eh bien, ce sont des immeubles de parking. Ce sont des immeubles qui sont totalement consacrés au stationnement. Alors, ça existe davantage dans les grandes villes parce qu'il faut savoir que, en fait, jusqu'aux années 60, eh bien, toutes les constructions d'immeubles eh bien, ne prévoyaient pas de parking.
Et c'est simplement et seulement depuis les années 60 que maintenant on peut trouver des parkings en sous-sol. D'où l'existence donc de ces immeubles entiers consacrés au stationnement. Alors, si jamais vous êtes intéressé par ce type de parking, il est bien évidemment conseillé de se rendre sur place. Et ce, à différents moments de la journée, tout simplement pour analyser, pour étudier le taux de remplissage des places de parking. Si vous êtes sur un taux qui est sous les 70%, il faut laisser tomber et passer à la recherche d'un autre emplacement. Alors, il existe également des parkings un peu particuliers puisqu'ils sont accessibles via un monte-charge. Alors, c'est plutôt déconseillé d'investir dans ce type de place parce qu'en fait, l'accès, c'est assez compliqué. Vous allez devoir arriver devant votre... c'est un gros ascenseur, en fait. Vous allez devoir arriver devant, sortir du véhicule, appeler l'ascenseur, monter dedans, redescendre, ressortir. Enfin, c'est assez fastidieux comme parcours. Et surtout, si vous avez la malchance d'avoir le monte-charge qui est en panne, votre véhicule ne sera pas utilisable. Et enfin, un dernier type de place de parking, ce sont les places qu'on appelle les places en amodiation. Alors, l'amodiation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'amodiation, c'est tout simplement en fait un acte juridique par lequel une autorité publique ou un particulier va affecter à un tiers, donc un tiers qui peut être une entreprise privée ou une collectivité, un terrain pour une durée limitée et en principe de façon réversible. Alors concrètement, comment ça se passe? En fait, vous avez l'État qui va confier la vente de places de parking à des entreprises privées qu'on appelle aussi des concessionnaires tels que donc Vinci Park, ça a changé, maintenant c'est devenu Indigo Park, ou bien encore Q-Park. Et donc ces concessionnaires, ils vont délivrer, ils vont entre guillemets vendre ces biens, mais sous un bail amphithéotique. Alors c'est un bail qui donne en fait droit à l'amodiataire de jouir d'un espace, donc d'une place de parking en l'occurrence, sur une très longue durée. Ça peut aller jusqu'à 99 ans. Et ensuite, à l'issue de ce bail, il y a un retour au concessionnaire. Bien évidemment, pendant la durée du bail, vous pouvez tout à fait revendre votre place de parking à un autre amodiataire. Évidemment, moins il reste d'années au bail et moins vous pourrez revendre votre place de parking chère. Il y a une décote qui est liée à la durée restante du bail. Donc pour résumer, vous allez acheter un droit de jouissance de très longue durée donc sur une place de parking. Places qui sont habituellement très bien placées, qui sont très bien gérées. Alors évidemment, ça occasionne des charges qui sont plus importantes, bien plus importantes que dans une place standard, parce que vous allez avoir une sécurité et un accès 24 heures sur 24. Vous allez avoir donc un entretien et vous allez avoir également des caméras, des ascenseurs, un éclairage, etc. Donc tout ça, ça se paye, donc vous avez des charges plus importantes. Maintenant, vous allez pouvoir également louer cette place de parking bien plus cher qu'une place de parking standard. Donc en fait, ça peut être intéressant si vous avez un bon emplacement que vous pouvez louer plutôt cher. Si vous avez une place en amodiation qui est située au -6, ce sera plus difficile. Maintenant, si vous avez une place qui est bien située, qui est au -1, qui est au -2, là, en revanche, il faut faire vos calculs, mais selon le prix d'achat, selon les charges, ça peut être plutôt intéressant en termes de rentabilité. Voilà, maintenant qu'on s'est intéressé aux différents types de parking, on va s'intéresser aux différentes stratégies, aux différentes manières d'augmenter, d'atteindre une bonne rentabilité avec un parking. Alors l'un des premiers moyens d'augmenter la rentabilité d'une place de parking, c'est d'acheter une place de parking qui est non boxée et de la boxer. En effet, une place qui est donc boxée, qui est fermée, se loue en moyenne 30% plus cher qu'une place de parking standard. Alors il est très facile de transformer une place standard en box. Il s'agit simplement de monter des murs de parpaing et de poser une porte pour fermer. Le coût, il est environ de 3 000 €. Ces 3 000 €, vous allez bien évidemment les amortir rapidement via donc un loyer plus cher. Et puis surtout, même si vous revendez rapidement, à la revente, vous pourrez revendre votre place bien plus cher. Alors maintenant, il existe des prérequis très importants à vérifier avant de savoir si vous allez pouvoir boxer votre place, ainsi que différentes autorisations à obtenir avant d'engager donc des travaux.
Alors, première chose, bien évidemment, seul le propriétaire est habilité à boxer une place. Ensuite, il faut que la place soit suffisamment grande pour pouvoir accueillir tout type de véhicule. En largeur, il faut un minimum de 2,40 m. L'idéal, c'est un minimum de 2,50 m. En longueur, eh bien, un minimum est de 4,80 m. 5 mètres, c'est pareil, c'est l'idéal. Et enfin, en hauteur, eh bien, il est recommandé d'avoir 1,95 m minimum. En respectant ces dimensions, votre place de parking donc fermée pourra accueillir environ 95% des véhicules qui sont en circulation. Vous allez devoir vérifier qu'il n'y a aucune ventilation, qu'elle soit mécanique ou naturelle, qui en fait ressort sur votre place de parking. De même, vous allez devoir vérifier qu'aucune gaine électrique ou canalisation n'est située à moins de 2 mètres de l'entrée, de l'emplacement et à moins de 2 mètres de haut. Donc il est recommandé quand vous faites votre visite, avant d'acheter une place que vous voulez boxer, eh bien, d'utiliser un mètre, enfin le mieux c'est un télémètre laser, pour pouvoir justement vérifier ces paramètres. De plus, vous allez également devoir vérifier que sur votre place de parking, il n'y a aucun tableau électrique, qu'il n'y a aucun élément censé lutter contre l'incendie, qu'il n'y a aucun dispositif de visite, qu'il n'y a aucun dispositif de régulation de l'eau ou du chauffage collectif de la copro. Si l'un de ces éléments se trouve sur votre place de parking, vous ne pourrez pas boxer votre parking. Alors vous pourrez toujours demander le déplacement de ces éléments, mais ce sera à votre frais et ce sera probablement une démarche assez coûteuse. Enfin, dernier élément, vous ne pourrez boxer ensemble en fait que 2 places maximum pour faire un double garage. À partir de 2, c'est interdit. Il faut savoir également que les doubles garages, à la revente, c'est plus difficile à vendre qu'une place simple. Alors une fois que vous aurez vérifié ces prérequis, si rien n'empêche donc la possibilité de boxer votre place de parking, vous allez maintenant passer à l'étape des autorisations. Donc tout d'abord, vous allez devoir obtenir l'accord écrit des copropriétaires à travers un vote en assemblée générale. Et il faut également que ce projet de boxage soit validé par le syndicat de copropriété. Et enfin, vous aurez besoin également d'un accord écrit du propriétaire de la place qui est mitoyenne avec la vôtre. Et là, vous aurez 2 possibilités, ou bien faire un mur mitoyen, donc qui va situer vraiment sur la ligne qui sépare vos 2 places de parking, et ça permettra éventuellement à votre voisin, entre guillemets, de pouvoir boxer également sa place avec un mur en moins à faire, donc ce sera moins coûteux pour lui. Ou bien, vous pourrez faire ce qu'on appelle un mur privatif, ce sera situé sur votre moitié de ligne, la ligne qui sépare votre place avec celle du voisin, vous prendrez la moitié de cette ligne et vous situerez votre séparation, votre mur. Alors soyez particulièrement vigilant lorsque vous allez effectuer des devis avec vos artisans. Regardez bien les plans du box. Il faut s'assurer en effet que la porte soit le plus large possible et que la manière dont ils vont monter la porte permette d'utiliser le maximum de largeur de votre place. Et enfin, une précision, le code de l'urbanisme stipule que si le boxage n'est pas considéré comme des travaux ayant pour objet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol, il n'est donc pas soumis à la déclaration préalable et à l'obtention d'un permis de construire. Voilà, donc le boxage, ça constitue une bonne stratégie pour augmenter sa rentabilité. Et puis surtout, au moment de la revente, votre parking, votre garage aura bien plus de valeur. On va s'intéresser maintenant à une autre stratégie donc, pour augmenter et optimiser sa rentabilité. Il s'agit du stockage. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas autorisé à entreposer ce qu'on veut dans tous les garages. Il y a en effet certaines configurations qui peuvent apporter beaucoup de problèmes aux bailleurs d'un garage ou même aux locataires, notamment les garages qui se trouvent sous les habitations. En effet, l'article 78 du 31 janvier 1986, c'est un décret en fait qui était prévu pour lutter contre le risque d'incendie.
et donc qui prévoit que en fait, un garage ou un parking souterrain, donc qui se situe sous des logements, eh bien, il est destiné seulement au stationnement de véhicules. En cas d'incendie, eh bien, la responsabilité du propriétaire et du locataire peut être engagée. Si par exemple vous avez stocké des cartons, des pneus, des bidons d'essence ou autre chose, et qu'il y a un feu, eh bien, les assurances pourront se retourner contre vous en disant que eh bien, c'est les éléments situés dans votre place qui ont attisé le feu. Et là, ce sera le début des problèmes pour vous. Donc un conseil, si vous avez des parkings ou des box situés sous des habitations, oubliez la stratégie du stockage pour augmenter votre rentabilité. En fait, les copropriétés prévoient pour le stockage tout simplement les caves. Les caves sont faites justement pour ça. Maintenant, si vous avez un parking qui est commun, un parking de copropriété, mais qui est situé non pas sous les habitations, mais à côté ou à l'extérieur, là, vous pourrez entreposer quelques cartons. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, ce seront les copropriétaires qui vont déterminer les limites. Mais habituellement, de disposer des cartons, des vélos, etc., ça ne pose pas de problème. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser cet espace pour y ranger des meubles, enfin pour faire du garde-meubles. Ça, ce sera interdit par le règlement de copropriété. En revanche, si vous êtes en dehors de ces deux cas, si vous êtes dans un garage eh bien, donc, qui ne se trouve ni en souterrain ni en stationnement commun, eh bien là, vous pourrez entreposer ce que vous voulez. Vous n'aurez même pas l'obligation de stationner un véhicule. Vous pourrez donc vous servir eh bien, de ce garage comme d'un garde-meuble. Vous avez d'ailleurs des beaux locations qui prévoient la fonction de garde-meuble. Et donc dans ce cas, vous allez pouvoir aménager eh bien, différents espaces de stockage. Il faut savoir que le prix de location du mètre cube, puisque là on n'est plus dans une surface que vous allez louer, mais plutôt un volume. Et c'est là que c'est intéressant, puisque le prix du mètre cube, eh bien, il va se louer évidemment plus cher. Alors quelques chiffres, quelques exemples. Une surface située entre 1 et 5 mètres carrés, donc ça va représenter de 2,5 à 14 mètres cubes, ça se loue selon la ville où ça se trouve entre 50 € et 100 €. Si on passe sur une surface de 5 à 10 mètres carrés, donc ça représente de 14 à 27 mètres cubes, et bien là ça va se louer entre 100 et 150 €. Et enfin, si on est sur une surface de 10 à 15 mètres carrés, et bien là, donc ça représente en volume entre 27 et 40 mètres cubes, et bien là, vous allez pouvoir louer votre place entre 150 et 250 € par mois. Donc concrètement, votre box fermée qui fait, mettons, 5 mètres sur 2 mètres 50, donc 12,5 mètres carrés, eh bien, elle va vous rapporter, si vous décidez eh bien, de destiner cet emplacement à du stockage, eh bien, elle va vous rapporter entre 200 et 220 € par mois pour du stockage. D'où l'importance de véritablement bien choisir le type de parking ou bien le type de box que vous allez acheter si vous souhaitez justement le destiner à du stockage. Alors parlons maintenant d'une autre stratégie qui vise en fait à louer donc votre place de parking ou de garage à des motos, à des deux roues, à des scooters, etc. Alors que votre place soit fermée, donc boxée ou non, eh bien vous avez le droit d'effectuer un marquage au sol sur votre place de parking. Donc rien ne vous empêche eh bien, de diviser votre place par exemple en 3 et de la louer à des motos, à des scooters ou bien à d'autres deux roues. Il faut savoir qu'il y a des garages donc, en sous-sol qui sont très stricts concernant le stationnement des deux roues. Il y en a parfois qui se garent un petit peu à la sauvage, mais c'est très mal vu. Donc, si vous avez une place de parking, même si elle n'est pas boxée, qui est divisée en 3, vous pouvez accueillir des deux roues, et bien vous pouvez louer l'espace à 40 €, 50 € à des propriétaires de deux roues. Et si votre place est, boxée, et bien là, vous pourrez augmenter le loyer. Et un peu à l'image d'une colocation pour un logement, et bien là, vous allez faire une colocation sur une place de parking, et donc évidemment, vous allez augmenter la rentabilité. Et j'ajoute que le nombre de bips pour ouvrir donc la porte commune du sous-sol n'est pas limité. C'est-à-dire que la copropriété doit vous remettre le nombre de bips que vous souhaitez.
Alors, pour effectuer le marquage au sol, vous avez deux possibilités hein, qui sont les plus communes, ou bien à la craie, ou bien avec du duct tape. Et le mieux, c'est également d'équiper vos petits emplacements avec des accroches moto. Ça coûte pas très cher, c'est entre 120 et 150 euros l'accroche moto, donc sans l'installation. Mais voilà, ça va pas vous coûter très cher. Alors, il existe une autre stratégie, ça s'appelle le copartage. Alors, le copartage, c'est très simple. En fait, vous disposez d'une place de parking qui est située, par exemple, à côté d'une entreprise et qui est située donc à côté d'un immeuble, enfin de logement. Et bien, en fait, vous allez pouvoir la louer la journée comment dirais-je, à des personnes qui travaillent donc à côté. Et puis, le soir, la nuit, à des personnes qui habitent non loin de cette place de parking. C'est pas forcément facile à mettre en place, mais si vous avez les deux types de clients, franchement, ça peut évidemment vous rapporter une excellente rentabilité. Alors, une autre stratégie, c'est de la location courte durée. Et oui, ça existe également pour les parkings. Il y a différentes plateformes maintenant qui sont qui sont ouvertes et qui proposent donc de mettre en relation des automobilistes qui cherchent des places et des particuliers qui souhaitent louer leur place en courte durée. Alors ça peut être pour une journée, ça peut être pour une semaine. Par exemple, vous avez un événement, vous souhaitez vous garer toute une semaine à côté de là où vous allez travailler. Vous ne voulez pas dépenser une fortune dans un parking payant et vous voulez un parking boxé, verrouillé, protégé. Vous allez pouvoir trouver sur cette plateforme des particuliers qui proposent leur place. Donc, si vous êtes particulier et que vous proposez donc ce type d'exploitation, évidemment, sur le long terme, si vous avez un bon emplacement, vous allez pouvoir générer beaucoup plus de revenus locatifs mensuels que sur une location standard. Et pour cela, une fois encore, on en revient à la qualité et à l'importance de l'emplacement. Et étudions maintenant la dernière stratégie qui permettrait d'augmenter votre rentabilité. Ça s'appelle le bipark. Alors le bipark, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un doubleur de parking. C'est un appareil en fait qui est actionné par une centrale électro-hydraulique et qui est équipée elle-même d'un tableau de commande électrique et qui va permettre sur une place de parking de stocker deux véhicules. Alors, ça nécessite de pouvoir se relier donc à un réseau électrique et ça nécessite également pour l'installation entre 8 et 9 000 euros. Donc ça peut être rentable, mais il faut bien évidemment bien calculer, bien réfléchir avant de se lancer dans ce type d'achat. Voilà, on a vu différentes stratégies qui indéniablement vont vous permettre de pouvoir augmenter votre performance locative. Maintenant, voici quelques conseils qui pourront vous aider à fidéliser vos locataires. Évidemment, avant de louer votre place de parking, votre garage, votre box, vous allez vous assurer que ce dernier est accueillant, que les peintures soient propres, que si le sol est en terre battue, ça arrive sur certains garages, vous allez le bétonner. Assurez-vous également, notamment si vous faites du stockage, que votre garage n'est pas humide. Il existe d'ailleurs des revêtements en caoutchouc qui permettent de faire baisser l'humidité dans votre garage. Revêtements qui coûtent entre 20 et 100 euros du mètre carré, mais qui indéniablement vont résister aux fortes températures, aux intempéries et qui vont vous permettre justement de proposer à vos clients un espace des moins humides possible. N'hésitez pas, si vous louez des box fermées, à positionner des étagères, des crochets pour vélo, afin de véritablement fidéliser vos clients. De la même façon, si vous n'avez pas accès à l'électricité dans votre box fermée, il existe des solutions pour éclairer votre emplacement, avec notamment des lumières qui fonctionnent donc à LED avec des piles. Il en existe même avec des détecteurs de présence. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir évidemment offrir un emplacement éclairé à vos locataires. Voilà, passons maintenant au prochain chapitre, le prochain chapitre qui est consacré donc aux nouvelles demandes du marché. Alors on le sait, on est en train de vivre une explosion du marché des véhicules électriques. Alors en Europe, mais évidemment
En France, la France, c'est un des pays où il y a le plus forte croissance du nombre de ventes de véhicules électriques. On a connu en janvier 2020 une augmentation de près de 200% par rapport à janvier 2019. Voilà, donc il y a des chiffres qui parlent. Donc évidemment, il faut prendre ça en compte quand on a une stratégie de location de parking. Tous ces véhicules électriques qui arrivent sur le marché, il va falloir d'une part, qu'ils stationnent quelque part, mais surtout qu'ils se rechargent quelque part. Et donc, pour vous en tant qu'investisseur, c'est une opportunité de pouvoir proposer à ces demandes une solution. Pouvoir proposer un stationnement, un parking fermé ou pas, avec la possibilité de recharger, ça va vous démarquer des autres et vous allez pouvoir offrir donc et répondre à ces nouvelles demandes du marché. Et si votre produit est rare, vous allez évidemment pouvoir proposer des prix qui seront supérieurs au prix d'une place de parking standard. D'autant que en termes de réglementation, il y a un décret. C'est le décret numéro 21873 du 25 juillet 2011 qui a été mis à jour le 13 avril 2015, qui prévoit un droit à la prise. C'est-à-dire qu'en logement collectif, un utilisateur de véhicules électriques, il peut invoquer son droit à la prise pour pouvoir installer une borne de recharge individuelle dans un parking de son immeuble. Et sachez également que pour couvrir les coûts de fourniture et d'installation, en tant que particulier, vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% au titre de la transition énergétique. Donc c'est le CITE, le crédit d'impôt à la transition énergétique. Et si vous êtes en copropriété, vous avez une aide complémentaire qui est aussi proposée via le dispositif Advenir, qui couvre jusqu'à 50% des frais dans la limite de 600 € pour un usage individuel et jusqu'à 1 300 € pour un usage collectif. Alors revenons au droit à la prise et donc aux règles à respecter. Donc, on l'a dit, depuis le 1er novembre 2014, l'équipement d'une place de stationnement en point de recharge pour un véhicule rechargeable est un droit. Droit, donc, si vous vous trouvez dans un immeuble qui comprend un parc de stationnement qui est clos et couvert. Ou également dès que ce stationnement permet un système de comptage et de facturation individuelle de la consommation d'électricité. Car évidemment, il va falloir qu'on puisse calculer individuellement la consommation d'électricité réalisée dans les garages. La troisième condition, c'est que l'installation doit concerner une borne de recharge normale, avec une puissance minimale de 2,5 kW et ça vous donne un temps nécessaire à la recharge d'un véhicule entre 8 et 10 heures. Alors, quelle est la marche à suivre? Admettons, vous avez donc fait l'acquisition d'une place de parking répondant à toutes les conditions, donc en sous-sol, dans un parking donc, qui est clos, et donc vous souhaitez vous souhaitez faire jouer votre droit à la prise, et donc vous souhaitez équiper cette place de parking d'un dispositif de recharge de véhicules électriques. Alors évidemment, vous allez faire une demande de devis, et vous allez faire également donc une demande écrite à votre syndic. Et donc, dans cette demande, vous allez faire une description détaillée des travaux à entreprendre. Vous allez joindre un plan ou un schéma des différents travaux. Et puis ensuite, dans le délai des 3 mois qui va suivre la réception de votre demande, vous allez donc notifier au syndic votre demande d'inscription donc, de cette question à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la décision d'installation d'un point de recharge individuel, elle ne fait pas l'objet d'un vote par le syndicat des copropriétaires. En revanche, le syndic, il peut s'opposer à ces travaux via une saisine du tribunal d'instance, mais pour motif légitime et sérieux. Et il peut également étudier la possibilité d'équiper toutes les places de stationnement d'un dispositif individuel de recharge. Pour cela, effectivement, ils vont étudier la faisabilité, le financement du projet, faire une évaluation technique, etc.
Mais vous l'aurez compris, avec ce droit à la prise, il n'y a rien qui s'oppose à l'équipement d'un dispositif de recharge individuel. Alors, il existe également ce qu'on appelle un wallbox. Wallbox, c'est un dispositif également de recharge qui est d'ailleurs recommandé par la plupart des constructeurs automobiles car elle offre un niveau de protection optimal pendant la charge. En revanche, le coût d'installation, il est plus conséquent, hein. C'est au minimum 500 € hors coût de la pose, mais ça permet en fait un temps de recharge qui est nettement réduit puisqu'il est situé entre 1 heure et 4 heures au maximum. Donc ça peut être un dispositif individuel, mais alors pour cela, vous aurez besoin de l'accord de la copropriété. Mais il existe également des wallbox collectives. Donc là, c'est plus cher, hein. On est plutôt sur un prix d'achat qui est à 1 000 € environ. Mais l'avantage, c'est que là, du coup, ce sera un prix qui sera partagé avec les autres copropriétaires. Alors sachez que maintenant les copropriétés évoquent souvent le sujet des recharges électriques, puisque bien évidemment il faut s'adapter donc à ce phénomène. Il y a une estimation qui prévoit que 10% du parc automobile en 2025 sera justement équipé de véhicules électriques. Donc on peut penser que c'est une bonne stratégie d'anticiper ça et de faire installer des bornes de recharge individuelles. Alors, une autre nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle les véhicules autonomes. Alors, un véhicule autonome, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule, un véhicule automobile, qui est apte à rouler sur route ouverte sans l'intervention d'un conducteur. Alors, on nous avait informé que en fait, ces véhicules allaient arriver très vite sur le marché, que ça allait arriver d'ici 2022, 2023. Bon, alors effectivement, ça va arriver, c'est une certitude. Néanmoins, je pense que ça ne va pas arriver, en tout cas au point de développement qu'on pourrait soupçonner avant une bonne dizaine d'années. Ça va évidemment se développer, mais avant que ça se généralise, je pense qu'on a quand même le temps de voir venir. Alors évidemment, ça va révolutionner nos habitudes de déplacement, nos routines de déplacement et même notre vie. Néanmoins, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui se disent, voilà, quelle est l'utilité d'avoir une place de parking si mon véhicule est capable d'aller se garer ailleurs, plus loin, tout seul. Alors lorsqu'on en arrivera là, effectivement, je pense qu'on aura déjà supprimé, c'est partie d'ailleurs de la politique des villes, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on aura supprimé déjà beaucoup de places. Donc il en restera très peu. Et donc il faut bien se dire que vu le prix des véhicules autonomes, en tout cas des premiers, il n'y a pas tout le monde qui sera capable de s'offrir ce type de véhicule. Et donc beaucoup devront encore faire stationner leur véhicule dans des parkings. De la même façon, ceux qui habitent en périphérie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger à Paris, de la même façon, ils n'auront pas forcément les moyens, en tout cas tout de suite, avec les premières générations, de s'offrir un véhicule autonome qui va les amener à leur travail, puis après qui va aller stationner quelque part. Et si on veut justement anticiper cette révolution, on peut se demander naturellement, mais où vont se stocker, où vont stationner ces véhicules autonomes? Lorsque on n'en aura pas besoin, il va falloir qu'ils stationnent quelque part. Donc la logique voudrait qu'ils stationnent, on va dire, en périphérie de ville, donc hors du centre-ville, mais ça pose le problème suivant. Admettons que vous soyez donc chez vous, votre véhicule autonome vous a ramené, et donc il est censé aller se garer quelque part, hors centre-ville, pour venir vous rechercher le lendemain matin. Bon, j'ai du mal à y croire, mais admettons. C'est un peu ce qu'on nous vend. Admettons que vous avez un imprévu dans la soirée, et donc vous avez besoin de votre véhicule. Vous allez devoir attendre le temps que le véhicule vienne jusqu'à vous. Ça me paraît un petit peu improbable, je ne vous le cache pas. D'après moi, il y aura toujours besoin de stationnement, voire même plus, puisque le nombre de véhicules augmente, et donc il faut des places, des espaces pour stocker ces véhicules, qu'ils soient autonomes ou non autonomes. Et même si, admettons, le nombre de véhicules de particuliers diminue et qu'on ait, on va dire, que des véhicules autonomes type taxi autonome, il va falloir donc multiplier le nombre de véhicules pour pouvoir assurer la mobilité de chacun. Et de la même façon, ces
véhicule autonome, eh bien, il va falloir qu'il stationne quelque part. Donc, à mon sens, ce n'est pas une raison de ne pas investir dans les parkings. Je pense qu'on a vraiment le temps avant qu'il y ait toutes les projections et les fantasmes dont j'ai parlé avant. Et même si ça arrivait plus vite que prévu, je ne pense pas que ça impacte ceux qui auraient investi dans des parkings en 2020. J'ajoute que j'ai pris l'exemple de Paris, mais qu'évidemment, ce qui se passerait à Paris se dupliquerait également dans d'autres villes. Donc je peux me tromper, hein, mais en tout cas, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à donc, l'arrivée des véhicules autonomes, par rapport à donc, un investissement dans un parking ou dans un lot de parking ou dans un garage, etc. Je reviendrai sur tout ça dans donc, le chapitre conclusion. Maintenant, on va passer au chapitre suivant. Chapitre consacré donc à la phase d'achat avec toutes les étapes qui vont constituer votre phase d'achat. Alors, tout d'abord, la première étape de votre phase d'achat, eh bien, c'est la recherche de votre place de parking, la prospection. Étape primordiale, étape indispensable pour vous assurer de trouver une bonne affaire. Et on va distinguer eh bien, deux types de prospection. La première, c'est donc une prospection sur Internet via des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger. Et la seconde qui sera une recherche eh bien, sur le terrain ou avec votre réseau. Alors déjà, vous devez vous demander où est-ce que vous voulez investir. Évidemment, le facteur rentabilité est très important et ça, on a vu donc des outils pour augmenter sa rentabilité. Néanmoins, je vous recommande de chercher eh bien, dans un endroit, dans un quartier qui est coté, entre guillemets, parce que comme pour un appartement, eh bien, vous n'aurez pas de décote. Et si toutefois on devait vivre une énorme crise immobilière, eh bien, on sait que les bons emplacements eh bien, décoteront moins, en tout cas moins vite que les autres. Et pour cela, donc, visez donc les quartiers chics, les quartiers dynamiques, on va dire, économiquement ou culturellement, les quartiers avec un bassin d'habitation assez important. Vous pouvez également prospecter proche des aéroports. Les aéroports de plus en plus sont privatisés. Les parkings des aéroports sont également privatisés. Et les prix sont de plus en plus élevés, que ce soit les abonnements ou les tarifs pour quelques jours. Et c'est vrai que ceux qui ont des places aux alentours, proches des aéroports et qui les proposent notamment sur des plateformes de location courte durée, eh bien ont des très très bonnes rentabilités. Donc ça, c'est un élément, voilà, c'est un élément de prospection à prendre en compte. Donc voilà, vous savez où vous allez investir. En tout cas, vous avez défini les critères importants dans votre recherche. Et donc, vous allez utiliser des plateformes comme Le Bon Coin ou Se Loger. Vous allez donc activer des alertes avec les paramètres qui sont importants pour vous. Notamment donc, de localisation, de prix, si vous cherchez un box, si vous cherchez une place extérieure, sous-sol, etc. Après, je vous conseille de ne pas être trop précis dans votre recherche parce que les personnes qui mettent les annonces, c'est des particuliers, souvent ils sont pas trop dans le détail et du coup, si vous cherchez des dimensions particulières, peut-être qu'eux vont pas les mettre. Donc, soyez le plus large possible et consultez les annonces et puis ensuite vous pourrez demander des informations. Alors, sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver d'excellentes affaires, de la même façon que vous pouvez également trouver d'excellentes affaires sur Se Loger, même si c'est des annonces qui sont mises par des professionnels. Voilà, des bonnes affaires, vous en avez et en particulier et en agence. Le tout, c'est d'être très attentif, d'avoir vraiment une méthodologie de recherche précise, d'avoir vos alertes et de réagir rapidement. Alors, un autre levier de prospection qui fonctionne très bien, c'est bien évidemment le réseau et le terrain. Alors le terrain, c'est quoi? Eh bien, vous avez identifié des zones dans lesquelles vous souhaitez investir dans un parking ou dans un garage. Vous allez aller voir les boulangers, vous allez essayer de vous renseigner, vous allez voir s'il n'y a pas des petites annonces. Parfois, les personnes âgées eh bien, utilisent ce type de communication. Vous allez parler au coiffeur du coin, vous allez contacter les gardiens des résidences. Si vous avez identifié des résidences dans lesquelles vous voulez vraiment investir, rien ne vous empêche d'aller mettre dans les boîtes aux lettres des mots, votre carte en marquant particulier, cherche stationnement dans votre résidence, etc. Voilà, ça c'est la prospection de terrain. Maintenant, évidemment, un des leviers qui est le plus efficace pour trouver une bonne affaire, c'est évidemment le réseau.
Voilà, si vous avez parmi, vos connaissances, eh bien, des notaires, évidemment des agents immobiliers, des avocats, des banquiers, voilà, des personnes qui sont en contact ou qui peuvent avoir connaissance, de par leur réseau, eh bien, de la mise en vente de lots de parking ou de places de parking, eh bien là, c'est parfait puisqu'ils vont vous contacter, quoi. Alors je pense notamment, aux successions. C'est vrai que bien souvent, il est fréquent que les héritiers, comment dirais-je? Ou les conjoints, enfin ne s'entendent pas forcément ou en tout cas veuillent, procéder à une vente rapide pour, bah, «profiter» entre guillemets de l'argent, et donc bah, effectivement, c'est une aubaine pour les investisseurs. Alors sachez également que sur Le Bon Coin, dans le moteur de recherche, du Bon Coin, vous pouvez taper succession et parfois vous avez, justement des annonces. Là, le but du réseau, c'est justement de passer avant que le bien soit mis sur le marché. Et donc via le réseau, ça vous permet de passer avant les autres. Alors pour ceux qui en ont les possibilités, je vous conseille d'acheter les parkings par lot. En effet, bien souvent, lorsque vous allez acheter vos parkings, vos places de parking par lot, eh bien, le prix par parking eh bien, va être inférieur au prix d'un parking que vous achèteriez individuellement. Vous aurez également probablement une marge de négociation plus importante que sur une place individuelle. L'idéal, c'est bien évidemment de trouver un lot de places qui sont situées dans la même copropriété, parce que ça vous facilitera la gestion. Sachez également que concernant les frais de notaire, les frais de mutation, vous avez un montant incompressible. C'est-à-dire que si vous achetez une place 10 000 €, ben, ça va représenter, les frais de notaire vont représenter un pourcentage du prix d'achat. En revanche, si vous achetez un lot, admettons 5 places de parking, eh bien en fait, le montant des frais de notaire va être en quelque sorte dégressif. C'est-à-dire que vous paierez moins de frais de notaire sur un lot de 5 places que si vous achetiez ces 5 places individuellement. Donc si votre objectif c'est d'investir dans plusieurs places de parking, bah, je vous conseille fortement de rechercher plutôt un lot. Alors dans cette phase de prospection, il y a un élément qui est très important et qui va définir si oui ou non vous allez vous déplacer pour une visite, eh bien c'est le calcul de la rentabilité de votre place de parking. Alors bien souvent, dans les annonces que vous allez consulter, eh bien, on va vous annoncer une rentabilité. Que ce soit d'ailleurs un particulier ou une agence. Je vous invite fortement à toujours vérifier les rentabilités annoncées et à effectuer vos propres calculs. Alors pour calculer votre rentabilité, eh bien, vous allez avoir besoin de certaines informations. Alors, vous allez avoir besoin, donc, bien évidemment, du prix net vendeur. Vous allez avoir besoin, si vous passez par une agence, eh bien, du montant hein, de la commission d'agence. Vous allez également avoir besoin des frais de notaire. Alors, vous avez des outils en ligne hein, qui permettent de calculer les frais de notaire, notamment sur notaire.fr. Également, bien, le montant des charges. Alors, ça va dépendre de la part de chaque lot, mais donc il va falloir reprendre un montant mensuel et le multiplier par 12. Et également le montant de la taxe foncière. Les dernières informations dont vous allez avoir besoin, eh bien, c'est la valeur locative, parce que vous ne louez pas, donc à moins que vous l'achetiez déjà loué, mais voilà, d'avoir la valeur locative de cette place de parking. Et ensuite, le calcul est très simple. Vous allez prendre donc la valeur locative ou bien le revenu locatif de cette place de parking. Vous allez le multiplier par 12 pour avoir un revenu annuel. Et vous allez y soustraire eh bien, donc, les charges mensuelles multipliées par 12, donc pour avoir un montant de charges mensuelles annuel, et moins donc le montant de la taxe foncière. Et ensuite, vous allez diviser donc, ce chiffre-là par le prix total de l'opération, à savoir donc, le net vendeur plus les frais notaires et plus les frais d'agence s'il y en a. Ce chiffre, vous allez le multiplier par 100 et ça va vous donner votre rentabilité nette. Avant impôt, je précise, avant impôt. Et je précise concernant la valeur locative, sauf si le bien est déjà loué, mais si c'est le vendeur qui vous donne la valeur locative ou même l'agence qui vend le bien, je vous conseille vivement de vérifier la valeur. Donc, vous pouvez le faire sur Internet via les annonces. Vous pouvez voir le gardien, vous pouvez vous renseigner avec les copropriétaires, vous pouvez demander à d'autres agences, et ensuite vous recoupez tout ça, vous analysez, et vous saurez si la valeur locative elle est cohérente ou non. Voilà, vous avez prospecté et vous avez, après calcul de la rentabilité potentielle, identifié eh bien, un emplacement qui pourrait avoir du potentiel de développement ou en tout cas qui vous semble attractif. Et donc, vous allez passer eh bien, par l'étape suivante qui est la visite.
Alors, si vous visitez une place qui est située en centre-ville, euh, vérifiez bien les facilités d'accès aux actes de circulation. Comment sont structurées pardon, les routes autour de votre place. C'est-à-dire que comment on accède à votre place. Est-ce qu'il y a un cheminement particulier? Est-ce qu'il y a 12 sens interdits, 7 stops et que c'est assez compliqué d'obtenir l'accès à votre place. Donc voilà, regardez bien les facilités d'accès. Lors de votre visite et que cette place se trouve en centre-ville ou bien dans une résidence en copropriété, pensez à vérifier le type de manœuvre qu'il va falloir exécuter pour vous garer. Voilà, assurez-vous du côté pratique. Est-ce qu'il va être difficile de manœuvrer? Est-ce que je vais pouvoir me mettre qu'en marche avant, qu'en marche arrière? Voilà, toutes les questions que vous allez vous poser, eh bien, les locataires vont également se les poser. Pensez également à la revente. Voilà, c'est des éléments importants pour que votre place soit attractive, que ce soit sur le marché locatif ou le marché de la revente. Il faut que ce soit le plus pratique possible. Si vous visitez maintenant une place donc dans une copro, admettons en sous-sol, eh bien, vérifiez l'état des ascenseurs. Vérifiez que la copropriété est bien entretenue. Ce sera plus attractif pour vos futurs locataires. Soyez également vigilant quant aux odeurs, quant au bruit. Enfin voilà, vérifiez tout. Essayez de ressentir un petit peu la vie de copropriété. Vous venez pour une place de parking, mais la copropriété est également importante. L'idéal, on l'a vu tout à l'heure, c'est de pouvoir apporter quelque chose à l'emplacement pour en augmenter la rentabilité et pour pouvoir faire une plus-value éventuellement à la revente. Donc si vous envisagez de boxer une place, assurez-vous que cela soit possible. Vérifiez le règlement de copropriété, vérifiez les modificatifs du règlement de copropriété, on le verra avec la lawyer tout à l'heure. Vérifiez s'il y a déjà des places qui ont été boxées dans la copro. Vérifiez également les dimensions de la place de parking. Vérifiez donc la liste des éléments dont on a parlé tout à l'heure qui pourraient vous empêcher d'obtenir l'autorisation pour boxer. Voilà, vous faites vraiment une visite sérieuse et rigoureuse. Et si vous souhaitez vous positionner sur une place que vous voulez boxer, eh bien le mieux c'est d'obtenir l'accord de la copro avant l'achat. Une fois que vous avez identifié une place sur laquelle vous souhaitez vous positionner, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de négociation. C'est une phase évidemment importante puisqu'on l'a vu avec l'équation tout à l'heure de la rentabilité. Plus votre prix d'achat est faible et plus votre rentabilité va augmenter. Le but, c'est que le vendeur prenne conscience que, par exemple, si vous souhaitez boxer la place de parking, ça va avoir un coût. Si vous souhaitez équiper la place d'un dispositif de recharge électrique, c'est pareil, ça va avoir un coût. Donc ça, il va falloir le transmettre, le faire comprendre au vendeur pour qu'il soit plus enclin à baisser son prix. Alors, autre technique, si vous avez pour ambition de créer des places de moto ou de deux roues pour augmenter la rentabilité avec la stratégie qu'on a vue plus tôt, vous pouvez insister auprès du vendeur en lui disant écoutez, vous avez vu, les dimensions de la place ne me permettent pas de le louer à des personnes qui ont des véhicules plutôt larges, donc pour moi ça va être difficile, donc voilà, il faudrait avoir votre prix à la baisse. Voilà, sans lui dire évidemment que vous comptez faire des places destinées à des deux roues. Voilà, on peut insister sur des éléments de décote plus que, et j'en ai parlé dans d'autres formations, plus que quand on se positionne sur un appartement ou une maison, où là, il y a vraiment un aspect émotionnel. Donc, j'ai souvent conseillé dans ces formations de ne pas pratiquer trop la technique des décotes sur ces biens-là. En revanche, une place de parking, je ne pense pas qu'un propriétaire soit attaché pour des souvenirs qu'il aurait vécu sur cette place. Voilà, peut-être, hein, mais a priori non. Donc là, voilà, n'hésitez pas à aller dans les décotes. Il n'y a pas d'électricité, le béton, il est sale, il y a des odeurs, il faut que je refasse la peinture. Voilà, différents éléments qui vont vous permettre de créer une petite marge de négociation avec un vendeur. Autre élément, si vous achetez cash, dites-lui, voilà, j'achète, j'ai pas de conditions suspensives de crédit, donc il n'y aura pas de problème. Ça va convaincre le propriétaire d'accepter une petite marge de négo. Évidemment, je verserai un séquestre, enfin voilà, tout ça, c'est des éléments à mettre à la connaissance du vendeur. Évidemment, si vous êtes plusieurs sur une très bonne affaire, achetez au prix, et puis comme ça, au moins, la bonne affaire est à vous. Voilà, donc vous avez fait votre offre écrite au vendeur, vous êtes mis d'accord, et vous allez donc pouvoir passer à la signature du compromis. Alors, vous pouvez effectuer cette signature sous seing privé, entre acheteur et vendeur, mais je vous le déconseille. Je vous conseille toujours de passer par un notaire. Le compromis peut être rédigé par un agent immobilier. Alors, un agent, pas un mandataire. Un agent, c'est quelqu'un qui a
la carte professionnelle. Mais le mieux, c'est de passer par un notaire. Si le vendeur a son notaire et que vous avez votre notaire, je vous conseille quand même de passer par un seul notaire, ça ira plus vite, parce que bien souvent, ce sont des opérations qui traînent. Alors le délai moyen, c'est entre 2 et 5 mois. Pourquoi ça traîne? Eh bien parce que les notaires sont très faiblement intéressés sur la vente d'un parking, d'une place. Alors les lots, c'est différent, mais sur une place de parking, c'est assez peu. Du coup, pour ce qu'ils gagnent sur une opération comme ça, c'est vrai que c'est pas leur priorité. Ça leur demande également de demander des documents. Il y a beaucoup de documents à avoir, donc les diagnostics, les règlements de copropriété, etc. Ça, on le verra tout à l'heure. Donc du coup, voilà, il faut s'armer de patience et donc on vous conseille de le faire avec un seul notaire. Alors le mieux, habituellement, c'est de passer en direct propriétaire. Maintenant, parfois, il y a des avantages à passer par une agence, c'est que l'agent immobilier, lui, il mange une fois que la vente s'est faite, et du coup, il va relancer le notaire pour que l'opération se fasse. Donc ça, c'est un avantage. Alors les spécificités d'un compromis de vente pour la vente d'un parking, eh bien, c'est qu'il n'y a pas prévu au départ dans le compromis, pour ce type d'opération, de délai de rétractation. Alors parlons maintenant des conditions suspensives. Alors, il en existe plusieurs. Dans le cadre d'un achat, donc d'un garage, la plus courante, c'est donc la condition d'obtention d'un crédit pour s'assurer d'avoir la capacité financière pour pouvoir acheter le garage. Alors, de manière générale, vous allez avoir 3 options en fait pour procéder à l'achat d'une place de garage ou de parking. Vous allez avoir donc la possibilité de payer cash, donc sans crédit. Donc ça, c'est apprécié des vendeurs. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est un levier de négociation. Vous avez la possibilité de faire un crédit immobilier, mais alors il y a des banques qui ne financent pas quand la somme est inférieure à un certain montant. Donc parfois, on a recours à un prêt conso. Donc le taux est plus élevé, donc en termes de rentabilité, c'est pas forcément intéressant. Puisque la durée maximale d'un prêt conso, c'est 6 ans. Donc c'est moins qu'un prêt IMO. De manière générale, ce qu'on sait, c'est que les banques en ligne financent rarement ce type de projet, contrairement aux banques locales qui, elles, ont quand même pour habitude de financer ce type d'opération. Alors revenons aux conditions suspensives. Donc on a vu la condition suspensive d'obtention de crédit. Il existe d'autres conditions suspensives que vous pouvez faire ajouter au compromis. Comme par exemple la condition suspensive d'absence de servitude. C'est une condition suspensive en fait qui permet de conditionner une transaction à l'obtention d'un certificat d'urbanisme attestant l'absence de restrictions pouvant déprécier le bien acquis. Il permet l'acquisition d'un bien avec un droit de passage légal ou conventionnel. Vous avez également une condition suspensive d'absence d'inscription hypothécaire qui, elle, rend une transaction caduque sans inscription hypothécaire. Si par exemple vous êtes positionné sur un box fermé mais qui fait office plutôt de, de cave, de remise, de garde-meuble, vous pouvez faire ajouter comme condition suspensive le fait que vous vérifierez que le box sera vide avant d'effectuer la vente finale. Évidemment, si vous avez pour projet donc de boxer une place de parking, en mettre en condition suspensive l'obtention d'un accord pour justement effectuer ce boxage. Alors le vendeur, il va falloir en fait qu'il vous remette des documents, au notaire qui va vous les mettre à disposition, des documents obligatoires qui font partie donc des dispositions liées à la loi ALUR. Alors commençons par les diagnostics donc, qui sont à réaliser pour la vente d'un parking. Donc vous aurez également à les réaliser lorsque vous serez vous-même vendeur. Alors ce sont des diagnostics qui sont souvent méconnus mais qui restent bien évidemment obligatoires. Alors parmi ces diagnostics obligatoires, on va trouver le diagnostic termite, un diagnostic amiante ainsi qu'un état des risques naturels et technologiques. Et j'insiste d'ailleurs, soyez vigilants si vous achetez dans une zone qui est inondable. Renseignez-vous s'il y a déjà eu des problèmes d'inondation, si elles sont récentes, si elles sont récurrentes, parce que ça peut avoir vraiment des conséquences embêtantes pour vous. Voilà, donc en plus de ces diagnostics, donc la loi ALUR demande en fait le règlement de copropriété. Elle demande également l'état de division.
si c'est une copropriété. Elle demande les modificatifs, donc des règlements de copropriété. Et c'est important parce que s'il y a il y a une modification qui a un impact sur votre lot, sur la façon de pouvoir gérer ces parkings, ces garages, eh ben, c'est important de le savoir. Autre document donc demandé par la loi Allure, eh bien, c'est le pré-état daté. Hein, c'est un peu le carnet de santé financier, on va dire, de la copro. Vous allez pouvoir voir les charges des 2 dernières années, s'il y a une avance de trésorerie qui est à rembourser éventuellement au vendeur, l'état global des impayés des copropriétaires. Voilà, c'est vraiment l'état de santé de l'immeuble. Autre document, les 3 derniers procès-verbaux de l'Assemblée générale. Donc c'est important de les regarder, même d'étudier les résolutions qui n'ont pas été adoptées, parce que peut-être qu'elles seront adoptées plus tard, notamment des travaux, s'il y a des travaux dans les parkings, s'il y a des travaux dans les ascenseurs. Voilà, essayer de comprendre également pourquoi il y a eu des refus. Donc s'il y a eu des refus de boxer, pourquoi il y a eu des refus. Vous aurez également un relevé de charge. Vous aurez comme autre document, eh bien, la fiche synthétique. Ça, c'est en fait la carte d'identité du syndic. Voilà, c'est tout simplement un document administratif qui dit si le syndic est pro, bénévole, etc. Et enfin, dernier document, donc demandé par la loi Allure, c'est le carnet d'entretien de l'immeuble. Donc récapitulons, vous avez donc les diagnostics, vous avez le règlement de copro, l'état de division, les modificatifs du règlement de copro, le pré-état daté, les 3 derniers PV d'assemblée générale, le relevé de charge et enfin la fiche synthétique et le carnet d'entretien de l'immeuble. Donc vous voyez que même pour une simple place de parking, tous les documents qui doivent être fournis au titre de la loi Allure. Évidemment, je vous encourage à vérifier tous ces documents avant de signer le compromis, puisque vous n'aurez pas de rétractation possible ensuite, sauf si une des conditions suspensives le prévoit. Mais de manière générale, voilà, je vous invite vraiment à bien vérifier les documents avant de signer le compromis. Voilà, pour rassurer le vendeur, on vous demandera probablement un séquestre qui est entre 5 et 10% du prix du montant de votre parking, et ce, à verser donc dans les 3 jours qui suivront la signature du compromis. Voilà, vous avez fait maintenant l'acquisition de votre place de parking, félicitations. Et maintenant, on va voir ensemble, donc dans le chapitre suivant, comment gérer ce placement. Alors tout d'abord, sauf si vous êtes dans le cas d'un achat de place de parking qui est déjà loué, eh bien vous allez devoir mettre une annonce pour pouvoir trouver un locataire. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aspect annonce, eh bien, ce n'est pas un aspect banal, bien au contraire. Il va falloir se différencier de la concurrence. Alors déjà, première chose, ne soyez pas radin en information. Quand on met une annonce pour un appartement, il y a l'aspect photo. Sur le parking, vous n'allez pas pouvoir mettre 15 ou 20 photos du parking. Donc, il va falloir créer de l'intérêt par votre texte, et notamment les détails. Alors, déjà, une chose très importante, c'est l'emplacement. Un locataire qui cherche une place de stationnement, il va vraiment être intéressé par l'emplacement, parce que ou bien ça va être parce qu'il vit à côté, ou bien ça va être parce qu'il travaille à côté. Donc déjà, il va falloir donner des éléments sur la localisation de votre place. Il va falloir que les candidats géolocalisent en fait votre place. Donc vous pouvez indiquer l'adresse de votre place, le nom de la résidence si c'est dans une copropriété, le nom des rues, je dis des rues, pas que de la rue dans laquelle il se trouve si on est en centre-ville, des rues parce que si on utilise donc un site internet avec un moteur de recherche et que la personne, comment dirais-je, n'inscrit que le nom de la rue dans laquelle elle cherche et que vous êtes la rue perpendiculaire, c'est un petit peu dommage. Donc mettez, par exemple, se trouve rue Clémenceau, à 2 pas de la rue Charles de Gaulle, etc. Comme ça, au moins, vous avez dans votre annonce les mots-clés qui vont être détectés par les algorithmes. Donc voilà, donc c'est important de mettre le maximum d'éléments pour situer votre place. Ensuite, des éléments qui sont importants pour un locataire, c'est des éléments qui sont liés à la sécurité. Est-ce qu'il y a un gardien ? Si j'ai donc une place qui est sécurisée par un bip, y a-t-il des caméras ? Y a-t-il un sas ? Voilà, il va falloir convaincre le prospect que c'est votre place qu'il lui faut.
Indiquez également les dimensions exactes de votre place. Le prospect, il a un véhicule avec des dimensions, il sait ce qu'il peut, il sait où est-ce qu'il peut aller, il sait ce qu'il recherche. Donnez-lui déjà les éléments dont il a besoin. Si la place est large, c'est un point positif, indiquez-le. Si la longueur est conséquente, c'est pareil. Indiquez-le parce que ça permettra donc au candidat eh bien, de pouvoir s'imaginer aussi, si c'est un box fermé, bien, stocker un vélo, une planche, je ne sais rien, enfin d'autres éléments. Donc voilà, soyez vraiment le plus précis possible. Un autre conseil, dans le titre de votre annonce, il va falloir mettre des mots qui vont, comment dirais-je, des mots qui vont donner envie de cliquer, comme par exemple pratique ou facile d'accès. Voilà, c'est des mots positifs qui vont donner envie eh bien, aux prospects de cliquer sur votre annonce. Alors, je parlais juste avant des photos. Évidemment, elles sont importantes. Mettez une photo de la place et également une photo de l'entrée du parking pour que le locataire il ait, comment dirais-je, une visualisation de l'état de la copropriété, si c'est un immeuble, etc. Pour situer, pour un peu se projeter. Alors maintenant, concernant la diffusion de votre annonce. Alors, bon, moi je ne vais pas vous parler de 10 sites d'annonces ou de sites d'annonces spécialisés parking qui sont payants. Sincèrement, Le Bon Coin, ça suffit. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc, diffusion internet, Le Bon Coin. Je vous conseille de poster le vendredi soir. Comme ça, elle arrive en tête le samedi matin et on sait que souvent les gens travaillent la semaine et donc le week-end, ils sont plus aptes à étudier et approfondir leurs recherches. Donc, je vous conseille de poster le vendredi soir. Voilà, informer les voisins également. Il y a peut-être quelqu'un dans la copropriété, si vous êtes dans une copropriété ou dans un immeuble, qui recherche une seconde place pour y recevoir un autre véhicule ou des motos, etc. Donc, informer les voisins, informer éventuellement le syndic de copro. N'hésitez pas à afficher votre annonce dans la loge du gardien si vous avez un gardien. Et puis, n'hésitez pas à communiquer également dans les commerces de proximité, boulangeries, coiffeurs, etc. Ensuite, lorsque vous allez effectuer vos visites, essayez d'identifier un peu le profil des personnes qui viennent faire les visites. Si c'est une femme qui est seule, on sait la dimension sécurité va être très importante. Donc, n'hésitez pas à la rassurer s'il y a des caméras, si le garage ferme, etc. Si on est dans une copro sécurisée, n'hésitez pas à insister sur ces points-là. Et puis, si vous avez je prends le profil d'un homme qui a une très bonne situation et qui a un véhicule haut de gamme à garer, de la même façon, insister sur les points positifs, la sécurité de votre emplacement. J'ai pris ces exemples-là, mais si par exemple vous avez une place en centre-ville qui s'adresse plutôt à le salarié d'une entreprise qui est située au centre-ville, mettez ce point-là en avant. Voilà, il faut arriver à identifier le profil que vous avez face à vous pour justement lui donner les éléments pour le séduire entre guillemets. Voilà, une fois que vous avez trouvé le candidat pour votre place de parking, vous allez établir un contrat de location qui est spécifique au parking. Alors, on l'a dit au début de cette formation, c'est vous qui fixez la durée et la fin du bail et c'est vous qui fixez les conditions de résiliation. Alors, des baux spécifiques pour la location de parking, on en trouve sur Internet et notamment sur le site jeloubien.com qui propose donc gratuitement de vous fournir un bail spécifique pour la location d'un garage. Alors, autre point, vous ne pourrez pas obliger votre locataire à vous payer via un mode de paiement particulier. Par exemple, je souhaite être payé par virement, c'est le plus pratique. Vous ne pourrez pas forcer, obliger le locataire à vous payer de cette façon-là. De la même façon, vous voulez du cash parce que vous voulez du cash et du coup, vous ne pourrez pas de la même façon obliger le locataire. Donc souvent, on voit des annonces avec des modes de paiement exigés. Sachez que ce n'est pas légal. Voilà. Alors, au point important, c'est que vous allez évidemment fournir à votre locataire le règlement de copropriété. Et vous allez également lui dire ce qu'il est possible de faire ou pas en termes de stockage dans le garage. On avait parlé au début de cette formation du risque d'incendie, de ce que prévoyait la loi. Évidemment, votre locataire, il faudra qu'il la respecte. Parlons maintenant du cas des impayés, il faut aborder ce thème, même si c'est vrai que c'est quand même moins fréquent et surtout les conséquences sont bien moins ennuyeuses. Il faut savoir que vous n'avez pas de trêve hivernale dans le cas d'un parking.
Évidemment, la meilleure solution, c'est de régler cet impayé à l'amiable. Maintenant, si vraiment vous ne pouvez pas trouver de solution, eh bien c'est très simple, mise en demeure avec accusé de réception. Et si dans un délai de 8 jours, vous n'avez pas, enfin après ce délai de 8 jours, vous n'avez pas de nouvelles, eh bien vous pouvez demander à la police d'intervenir pour un enlèvement et une mise en fourrière de ce qu'il y avait sur cette place de parking. Alors sachez que vous pourrez faire désactiver son bip. Si vous étiez dans le cadre d'une copropriété avec donc une porte de garage et un bip, eh bien vous pourrez faire désactiver son bip avec le numéro de référence. Donc gardez-le quand vous donnez un bip à votre locataire. Prenez les informations donc prenez le numéro de référence. Gardez un bip également vous-même parce que si vous avez un locataire qui disparaît avec le bip, pour faire les visites, pour relouer, ce sera plus compliqué. Vous devrez racheter un bip, etc. Et évidemment, dès que vous constatez qu'il y a un impayé, eh bien remettez tout de suite une annonce pour trouver un autre locataire. Alors dans votre vie donc d'investisseur dans les parkings, eh bien, il y a un moment où vous allez peut-être devoir revendre votre parking. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que c'est assez facile à s'en défaire. Si vous avez besoin de liquidité, vous avez besoin de 15 à 1000 euros pour un projet, vous avez 5-6 places de parking, ou vous en avez 2 ou 3, peu importe. C'est assez facile à s'en défaire. Bien évidemment, ce qu'il faut viser, c'est la plus-value. Quand on investit dans le parking, au-delà de la rentabilité locative, on vise la plus-value. Et donc, si vous souhaitez revendre votre place de parking plus cher, eh bien, vous pouvez lui donner de l'intérêt. Si vous ne l'avez pas boxé, eh bien, vous pouvez mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de votre copropriété eh bien, la possibilité de boxer votre bien. Comme ça, quand vous le vendrez, eh bien, vous aurez déjà l'accord. Et ça va augmenter la valeur de votre bien. Alors, quelques conseils pour la revente. Je vous conseille de demander un séquestre. Il n'y a pas de délai de rétractation, certes, mais demandez un séquestre. Comme ça sera beaucoup plus engageant pour l'acheteur. Et privilégiez un acquéreur qui n'a pas de conditions suspensives d'option de crédit, qui paie cash. Voilà, on va maintenant aborder le dernier chapitre de cette formation avant la conclusion, le chapitre fiscalité. Alors je l'ai dit déjà pour les formations LCD et colocation, la fiscalité c'est vraiment un élément à maîtriser. C'est ça qui définit les règles du jeu de votre vie d'investisseur. Alors on va commencer par aborder dans un premier temps les taxes. Alors il y a différentes taxes lorsqu'on est propriétaire d'un parking. Il y a donc la taxe foncière, il y a la taxe d'habitation, même si elle voit disparaître pour beaucoup de foyers, pour leur résidence principale, pour les résidences secondaires et pour les autres, pour les logements vacants et donc pour les garages, eh bien, elle est encore d'actualité. Donc, on verra les différents types d'exonération. Il y a également la TVA et enfin la taxe sur la plus-value. Alors la taxe foncière, donc c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et donc elle est due par tous les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties et donc les parkings et les garages en font partie, donc vous serez assujetti à la taxe foncière. Alors concernant la taxe d'habitation, si au 1er janvier de l'année, votre place de parking n'est pas louée, eh bien ce sera à vous de la payer. Il y a différents cas d'exonération qu'on verra. Et en revanche, si c'est un locataire qui l'occupe, donc ce sera à lui de payer cette taxe d'habitation. Alors les cas d'exonération, si cette place est située à donc une distance qui est supérieure à 1 km de votre habitation principale, on considère qu'elle n'est plus accessoire de votre habitation, donc vous serez exonéré de la taxe d'habitation. Et pour votre locataire, c'est la même chose. Si elle se situe, donc cette place de parking, à une distance supérieure à 1 km de son domicile, il en sera exonéré. Alors parlons maintenant de la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, les locations de garage et d'emplacement de stationnement sont soumis à la TVA au taux de 20%. Et ce, quel que soit le type, les caractéristiques du garage, que ce soit un garage individuel, un box, un emplacement en sous-sol, en surélévation. Et ce, également, quelle que soit la périodicité de la location. Fort heureusement, il existe des exceptions. Alors, il existe 2 exceptions, dont une qui va probablement nous concerner.
La première, c'est que si le bien, la place de parking, pardon, est liée à un appartement qui lui, n'est pas soumis à la TVA. Donc, prenons l'exemple d'une place de parking qui est louée avec donc un appartement, que ce soit nu ou meublé, et que ça figure sur le bail, eh bien, effectivement, là, la place de parking n'est pas soumise à la TVA. Et donc, le deuxième cas, celui qui nous concerne, c'est qu'il existe une franchise. Une franchise de TVA, c'est que dès lors que le bailleur, donc nous, ne percevons pas plus de 32 600 euros hors taxe, eh bien, on bénéficiera d'une franchise de TVA et donc on ne paiera pas la TVA. Donc c'est vrai que ce deuxième type d'exonération, donc cette franchise donc et ce plafond de 32 600 euros, en principe, va préserver la majorité des investisseurs. Je vous souhaite d'avoir 32 600 euros de revenus liés à vos garages et vos parkings. Mais je pense que la majorité de ceux qui écoutent cette formation eh bien, n'en sont pas encore là, ou en tout cas ne vont pas l'être avant quelques temps, parce que ça nécessite quand même d'avoir un paquet de places de parking. Donc en principe, on va dire que la majorité d'entre nous, on sera exonéré de cette TVA à 20%. Et si toutefois, eh bien, vous aviez une trentaine de lots justifiant donc des recettes locatives liées au parking, eh bien, atteignant ce plafond, eh bien, vous allez en fait refacturer cette TVA eh bien, à vos locataires. Voilà, parlons maintenant donc de la taxe sur la plus-value. Lorsque vous allez effectuer votre revente, si vous effectuez une plus-value, eh bien, cette plus-value sera taxée. Il existe néanmoins des frais déductibles de votre plus-value, notamment les travaux pour boxer, également les frais d'agence, les frais pour installer une wallbox par exemple, pour installer donc les dispositifs pour recharger les véhicules électriques. En revanche, on fait bien la différence avec des frais de réparation qui, eux, ne sont pas déductibles. Si maintenant votre prix de revente eh bien, se situe sous les 15 000 euros, eh bien, vous n'aurez pas de taxe sur la plus-value. Combien même vous auriez payé votre place de garage 5 000 euros, vous la revendez 14 900, eh bien, vous ne serez pas soumis à la taxe sur la plus-value. Donc c'est donc 15 000 euros et c'est 30 000 euros pour un couple. Donc si vous achetez avec un conjoint, eh bien, tout ce qui se situera sous les 30 000 euros eh bien, ne sera pas soumis à la taxe sur la plus-value. Alors, il existe également un abattement qui est lié à la durée de détention, donc un abattement de la taxe. En fait, à partir de la 6e année, eh bien, vous bénéficierez d'un abattement sur l'impôt. Avant la 6e année, donc, votre plus-value sera imposée, alors comme dans le cas des résidences secondaires, donc à 36,2%. Et à partir de la 6e année, donc, vous aurez un abattement de 6% par an. Alors, les recettes locatives, les revenus locatifs eh bien, de l'exploitation de ces parkings, ils sont considérés comme des revenus fonciers. Alors, sauf si vous proposez parallèlement à la location de votre place eh bien, des services comme le nettoyage d'un véhicule, le gardiennage, et là, eh bien, vos revenus seraient considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, donc des BIC. Mais là, je pense que ce ne sera pas votre cas. Donc là, on est vraiment dans des revenus fonciers. Alors, deux options pour votre déclaration. Soit vous optez pour le régime microfoncier qui vous donne droit à un abattement forfaitaire de 30% sur l'ensemble de vos revenus locatifs. Ça, c'est dans la limite des 15 000 euros par an. Donc, si vous êtes en dessous, vous pourrez avoir cet abattement. Ou soit vous optez pour le régime réel qui vous permettra de déduire eh bien, la plupart des charges occasionnées par la location ou bien la propriété de votre garage. Et ensuite, ces revenus, donc suite à l'abattement ou bien après la déduction des charges, selon le régime que vous aurez choisi, eh bien, ces revenus vont connaître deux traitements. Donc un traitement fiscal, ce qui veut dire que ces revenus vont être imposés selon votre taux marginal d'imposition, donc selon la tranche dans laquelle vous vous trouvez, et également un traitement social, donc c'est la CSG, donc à 17,2%. Alors, je vais juste revenir sur la plus-value et la taxe sur la plus-value. Pensez bien quand vous achetez, je vous conseille d'éviter d'acheter votre place de parking avec une partie au black. Ça peut être tentant pour faire baisser les frais de notaire. Bon. Mais en fait, quand vous allez revendre, eh bien, votre plus-value, elle va être calculée sur la différence entre votre prix de revente et le prix d'achat. Donc, le prix d'achat déclaré sans le montant fait au black. Donc, voilà, simplement pour vous dire que ce que vous allez gagner d'un côté, vous le reperdrez à la revente. Donc, je vous le déconseille.
Alors avant de conclure ce chapitre fiscalité, je vais vous parler de la SCI. La SCI, donc Société Civile Immobilière, c'est une structure qui vous permet d'acheter, d'investir dans les parkings. Alors cette ECI, donc, vous allez devoir la constituer avec au moins une autre personne et l'avantage c'est que vous allez pouvoir acheter donc à plusieurs. Donc en termes de montage financier, ça vous permettra d'aller plus loin. Alors un autre avantage, c'est que si vous réalisez des travaux, vous allez payer donc la TVA sur ces travaux. Eh bien, si si vous avez fait l'acquisition de cette place de parking avec une SCI, eh bien à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, eh bien vous pourrez récupérer cette TVA. Alors, sans rentrer dans le détail hein, de la SCI, parce que ça prendrait des heures et des heures, et d'ailleurs, on fera probablement une formation sur la SCI, les holdings, etc. Sans rentrer dans le détail, donc simplement pour vous dire que c'est une structure juridique qui est assez flexible, qui va vous permettre de continuer à investir. Et en fait, donc les loyers que vous allez recevoir, eh ben, ils vont donc faire partie donc, de la société. Et donc, dans le cadre d'une SCI à l'IS, donc d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, eh bien, ce sera cette SCI qui sera redevable de l'impôt, mais un impôt sur les sociétés. Et donc, le taux est différent puisqu'il est de 15% jusqu'à 38 120 euros. Après, il augmente à 28% jusqu'à 500 000 euros, puis 33,33% au-delà. Mais cette société civile n'est pas redevable des prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que eh bien, ça peut être plus intéressant fiscalement d'investir dans des garages eh bien, en SCI plutôt qu'en nom propre. Tout va véritablement dépendre en fait de votre cas et de vos objectifs. Voilà, simplement je voulais vous sensibiliser sur la SCI. Alors sachez que la SCI, ça nécessite également un coût hein, pour la création. Ça oblige à des démarches administratives parce qu'il faut que comment dirais-je, réaliser une assemblée générale avec un PV qu'on doit consigner au greffe une fois par an, etc. Donc ça a également des inconvénients, mais c'est bien de s'intéresser parce que selon l'évolution de ces investissements ou les objectifs qui évoluent, eh bien effectivement, c'est toujours bien de connaître ça. Donc je pense qu'on fera une formation prochainement. Place maintenant à la conclusion. Donc on l'a dit au début de cette formation, effectivement, investir dans un parking, bon, bah, c'est moins coûteux que d'investir dans un appartement ou dans un immeuble. Ça permet de diversifier son patrimoine. Dans la majorité des cas, eh bien, vous avez peu de travaux à effectuer, ou sinon ça va concerner le boxage, enfin ça ne va pas être très coûteux. Vous avez des stratégies qui permettent d'augmenter votre rentabilité. Avec les locataires, pas ou peu de problèmes, ou alors facilité pour régler les impayés. Un investissement qui va peu impacter votre taux d'endettement, et on sait qu'en ce moment les banques sont assez exigeantes en matière de taux d'endettement depuis les évolutions qu'on a connues au début d'année. On est sur une gestion des locataires qui est très peu contraignante, qui est très souple et qui est beaucoup moins chronophage que des investissements locatifs classiques. Et on est sur des biens qu'on pourrait qualifier de liquides, ce qui veut dire que si on a besoin d'avoir 15 à 1000 euros, eh bien, on n'est pas obligé de vendre un appartement. On a juste à vendre une ou deux places de parking où ça peut être pratique. Donc en réalité, peu d'inconvénients à ce type d'investissement. Maintenant, investir, c'est essayer de prévoir. C'est vrai que ce qui est difficile en France quand on investit en immobilier, c'est qu'il n'y a pas de sécurité fiscale. J'en parlais au début de la formation. On établit une stratégie, par exemple la location courte durée, avec des règles, et ces règles évoluent. Ça peut être la réglementation, ça peut être fiscal, comme je viens de le dire. Et effectivement, c'est une grande difficulté. Concernant les parkings, la difficulté ne concerne pas les réglementations ou la fiscalité, parce que quand on investit dans les parkings, ce n'est pas pour la fiscalité ou pour la réglementation qui sont favorables et qui pourraient évoluer. Ce qui peut évoluer, c'est la demande. Et donc, même si on constate que les prix sont en augmentation, que la demande est en augmentation, il est tout naturel de se poser la question, voilà, quel va être le marché, quelle va être la demande dans quelques années. Alors, comme je l'ai dit, c'est un investissement qui est faible comparé à des gros investissements immobiliers. Donc, la première chose, c'est que je ne pense pas qu'on prenne un énorme risque à investir dans un parking ou même dans un lot de parking. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les évolutions qui pourraient rendre moins attractif l'investissement dans un parking, elles ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre un petit peu de temps.
Comme je le disais auparavant, ce sont des biens que je qualifie de liquides. Ça veut dire qu'on peut s'en séparer assez rapidement. Donc si on évalue véritablement le risque, on se rend compte que le risque, en réalité, il est pas si important que ça. D'autant qu'on peut tout aussi bien supposer qu'au contraire, investir dans les parkings, c'est un investissement porteur. Et que dès lors qu'on investit bien, qu'on investit intelligemment, ça veut dire qu'on privilégie vraiment l'emplacement, on a beaucoup de chances de réaliser au contraire une plus-value à la revente et d'obtenir de très bonnes rentabilités. Que même si on constate donc des politiques dans les centres-villes qui visent à supprimer le véhicule, il ne faut pas oublier qu'ils suppriment également bon nombre d'emplacements de parking. Ils ne créent pas de nouvelles places de parking, de nouveaux espaces de stationnement. Ce qui veut dire que les personnes qui vivent au centre-ville, et c'est vrai qu'il y a quand même un retour vers la vie en centre-ville, ça c'est de plus en plus coté, il faut quand même qu'ils puissent stationner leurs véhicules. Donc la suppression de tous les stationnements en centre-ville, je n'y crois pas. Au contraire, je pense que les quelques stationnements qui resteront prendront beaucoup de valeur. Donc c'est important de se positionner maintenant. C'est d'ailleurs pas un hasard si dès lors qu'on crée des logements en centre-ville, on nous demande dans la plupart des cas de créer également des parkings puisqu'on en manque. Il n'y a pas de création de parking en ce moment. Voilà. Et si on s'intéresse aux parkings garages qui sont liés à des résidences et copropriétés, évidemment, les personnes qui vivent donc hors centre-ville, dans des quartiers résidentiels, ils ont évidemment besoin de stationner leurs véhicules. On sait également qu'il y a un grand manque de places de stationnement pour les 2 roues, pour les motos. C'est vrai qu'en centre-ville, les règles de stationnement ont également changé pour les 2 roues qui maintenant sont verbalisées quand on se gare un peu à la sauvage. Donc l'investissement dans les parkings pour les 2 roues, c'est également un placement d'avenir. On sait également que les espaces de stockage, donc si vous achetez un box pour pouvoir le transformer en garde-meuble par exemple, ça a l'avenir également puisque de plus en plus de personnes vivent dans des logements de plus en plus petits et n'ont pas la place pour stocker leurs effets personnels. Donc évidemment, c'est une stratégie, je pense, qui a de l'avenir de proposer des espaces de stockage. Je reviens également sur la probable révolution automobile qui arrive avec les véhicules les véhicules électriques. Ces véhicules, il faut qu'ils stationnent quelque part pour se recharger. Ils ne peuvent pas encore se recharger en roulant. Du coup, si vous proposez un parking avec une possibilité de recharger son véhicule, vous répondrez à un besoin. Et concernant les véhicules autonomes, donc il y a fort à parier que ce soit le marché de demain, ça c'est plutôt sûr. Mais de la même façon, il va falloir qu'ils stationnent quelque part, qui se rechargent parce qu'ils seront électriques. Et donc, je ne vois pas en quoi ça ferait baisser le nombre de demandes de stationnement. N'oublions pas non plus que le parc automobile français, il est en augmentation continue. C'est-à-dire que d'année en année, on a de plus en plus de véhicules. Et le nombre de places de parking, il a, lui, plutôt tendance à baisser. Donc, si on est investisseur, s'il y a bien un élément à prendre en compte, c'est bien celui-là. C'est vrai que c'est pas évident quand on investit de l'argent, il y a toujours de l'émotionnel qui rentre en compte. Et se dire, j'investis dans du béton, quoi, dans une place avec des lignes, une porte, 2 murs. C'est vrai qu'en termes émotionnels, c'est pas évident d'envoyer 15, 20, 10, d'envoyer de l'argent et de se dire ça va me rapporter 100, 150 euros par mois. C'est rien en fait. Et pourtant, les rentabilités sont croyez-moi, sont très intéressantes, notamment si on utilise les stratégies qu'on a développées. Et surtout, ça rapportera déjà bien plus que de laisser votre argent sur un livret A ou sur d'autres produits, assurance vie, etc. Donc pour conclure, moi je vous conseille d'investir dans les parkings pour vous lancer dans l'investissement immobilier. C'est vraiment très bien, c'est un petit investissement, ou pour diversifier votre patrimoine pour ceux qui en ont déjà. Pour ceux qui sont un petit peu bloqués là, par donc le durcissement des conditions d'accès au crédit, c'est pareil, plutôt que de ne rien faire, investissez dans les parkings, ça va pas impacter votre taux d'endettement et puis ça vous permettra de continuer à faire grossir votre patrimoine.
Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs, et d'ailleurs c'est mon cas, qui sont un peu dans le questionnement. On observe des évolutions, etc. C'est partie d'ailleurs de la vie d'investisseur, ça, de se poser des questions, de remettre ses stratégies à chaque fois en question, voilà, d'évaluer les choses, d'analyser. C'est une phase tout à fait normale, hein. Il y a rien de pire que les certitudes, mais c'est vrai qu'en immobilier, des certitudes, c'est difficile d'en avoir parce que tout évolue rapidement. Eh bien, je crois que le pire, c'est surtout de ne rien faire. Donc voilà, analyser, étudier, changer de stratégie, diversifier. Moi, je vous le dis, hein, je suis en train de revendre une partie de mes investissements locatifs, et je change, je fais évoluer ma stratégie, c'est-à-dire que je me dirige plutôt vers de l'achat-revente. Donc j'ai acheté des lots de parking, hein, ce qui était d'ailleurs, quand j'ai débuté dans l'immobilier, mes premiers investissements, c'était dans les parkings. Donc en fait, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, on est en constante remise en question et qu'il est bien naturel de faire évoluer et de diversifier vos stratégies. Notamment lorsqu'on est dans une période d'incertitude, comme c'est le cas en ce début d'année 2020. On a une chute des marchés financiers qui est due au coronavirus. On ne sait pas trop les conséquences à long terme que ça va avoir, mais lorsqu'on est investisseur, évidemment, on se pose la question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui vendent avant la crise et qui rachètent pendant ou en fin de crise. C'est évidemment pendant la crise qu'on réalise les meilleures affaires. Et pour pouvoir acheter, pour pouvoir faire ses affaires, eh bien, il faut avoir du cash. Ou avoir du cash, ou bien avoir des biens qui sont liquides, comme par exemple les parkings. Et encore une fois, la meilleure stratégie, je pense, eh bien, c'est de vraiment diversifier. Si vous avez des biens que vous exploitez en location courte durée et que les réglementations concernant la location courte durée sont attaquées, eh ben, c'est pas grave si vous avez investi en colocation ou dans les parkings ou dans de la location standard, ou dans l'achat-revente. Voilà. Si vous, le plus vous diversifiez, eh bien, le moins vous serez impacté par des évolutions, par tout ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà, le parking de demain, évidemment, il va changer, donc avec l'évolution du marché automobile, notamment les véhicules électriques autonomes, etc. Maintenant, c'est pas parce qu'il va changer qu'il va disparaître. Il va changer, il va s'adapter, eh bien, il va être connecté, il va s'adapter au niveau de la technologie, etc. Mais on aura toujours besoin, en tout cas selon moi, d'espace pour stationner les véhicules. Voilà, cette formation maintenant touche à sa fin. J'espère qu'elle vous apportera les informations nécessaires à des investissements dans les parkings et les garages. Je vous encourage vraiment, en tout cas, à passer à l'action et surtout à ne pas rester inactif dans vos investissements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres formations et d'autres vidéos. À bientôt.